Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de plus en plus préoccupante des ressources en eau au Maroc à la lumière d'un nouveau rapport qui vient d'être publié par la Banque mondiale sous le titre « Aspect économique de la pénurie d'eau au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ». Un rapport alarmant dont il ressort essentiellement que le Maroc figure parmi les 5 pays de la région aux côtés de l'Irak, l'Iran, la Syrie et l'Égypte qui seraient confrontés à une pénurie d'eau sans précédent. Le rapport prévoit que d'ici 2030, les ressources en eau disponibles dans la région MENA tomberont sous le seuil de pénurie absolue de 500 mètres cubes par personne et par an. Pour revenir sur les grandes conclusions de ce rapport, les analyser et pour plus d'éclairage sur la situation des ressources et de la souveraineté hydraulique au Maroc, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Hassan Lamrani, consultant en ressources en eau et irrigation et membre du think tank Think Water. Monsieur Lamrani, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. C'est moi. Alors monsieur, comment le Maroc, justement, en est arrivé à cette situation alors que c'est un pays qui, il y a encore quelques années, a été cité en exemple à l'international pour sa politique visionnaire en matière de gestion des ressources hydriques, par la politique des barrages et autres. Comment nous en sommes arrivés à cette situation ? Vous avez parlé dans votre introduction comme quoi c'est le rapport de la Banque mondiale a alerté sur la situation préoccupante de notre pays parmi d'autres pays de la région MENA. Mais il n'y a pas que la Banque mondiale qui a tiré la sonnette d'alarme. Les experts nationaux l'ont fait depuis longtemps, la société civile, les institutions nationales comme le Conseil économique et social et environnemental aussi a tiré la sonnette d'alarme. Même le gouvernement lui-même reconnaît qu'il y a une crise de pénurie structurelle. Et même le discours royal d'octobre 2022 a parlé de sécheresse, ce qui est un phénomène structurel. Donc, ce n'est pas nouveau, enfin, c'est des choses qui sont connues depuis, qui étaient prévisibles. La communauté, disons, technique et scientifique et même politique et civile a tiré les sonnettes d'alarme. De l'autre côté, dans notre think tank, dans notre groupe, nous avons édité un livre blanc sur les ressources en eau qui a mis en évidence, justement, chiffre à l'appui, cette situation, cet aspect structurel du stress hydrique. Je donnerai quelques exemples qui ressortent d'ailleurs aussi dans le document de la Banque mondiale. Avant l'année 80, les 40 années avant les années 80, les écoulements dans nos rivières étaient évalués à 22 milliards de mètres cubes. Les 40 années après l'année 1980, donc la même période, 40 ans, dans les 40 années après l'année 80, les écoulements dans nos rivières ne sont plus que de 15 milliards. Donc il y a un décrochement de 33% sur les écoulements. Et là, c'est l'impact du changement climatique. Ce n'est pas une question conjoncturelle, donc une analyse sur une longue série qui montre comme quoi il y a un problème structurel. Absolument. Mais pendant longtemps, on disait ces 10 dernières années que c'était conjoncturel et chaque année, on scrutait le ciel, on disait cette année va être beaucoup plus clémente. Et ce n'est que ces 2 dernières années qu'on a commencé à dire vraiment c'est un problème endémique et c'est structurel et qu'il faut arrêter de parler de sécheresse conjoncturelle, année de sécheresse, année qui va être beaucoup plus pluvieuse. Là, on est vraiment face à une réalité. Mais il faut dire que les 5 dernières années étaient extrêmement sévères et justement ça a un peu éveillé les consciences. Enfin, je pense que c'est ce qui a fait que les gens commencent à se poser des questions, d'ailleurs à tous les niveaux, au niveau des citoyens, au niveau de la société civile, au niveau des experts, au niveau du gouvernement, du gouvernement aussi. Donc les gens se posent la question. Sur le constat, tout le monde est d'accord finalement. Enfin, donc il n'y a vraiment pas de divergence importante sur le constat. Et sur le diagnostic, là où il y a les divergences et les controverses, c'est sur les solutions à apporter pour affronter cette situation, autant la situation structurelle, les aspects structurels de la crise, que les aspects conjoncturels. Et même les aspects conjoncturels sont appelés à se répéter, enfin, donc ils deviennent plus ou moins structurels. Oui, vous avez dit, Hassan Lamrani, il y a bien sûr des facteurs non négligeables liés au changement climatique, la croissance démographique, climatique, changement et les exigences du développement économique et social, mais dans son rapport à la Banque mondiale, comme tous les experts marocains qui ont fait plusieurs études, dont la vôtre, épinglent la politique agricole du Maroc et des autres pays, en rappelant que les pays de la région MENA dans le Maroc ont investi massivement dans les barrages, le Maroc en particulier, mais qu'ils ont exploité d'importantes ressources d'eau souterraine et accru leur
importations d'eau virtuelle en achetant des céréales et autres produits gourmands en eau à l'extérieur de la région. Cette approche avait ses vertus, c'est vrai, parce qu'elle a participé à améliorer la production agricole et l'accès aux services, mais le revers de la médaille, c'est que cette approche expansionniste a atteint, on l'avait dit tout à l'heure, parce qu'on a commencé maintenant à puiser dans vraiment les eaux souterraines et les réserves, a atteint ses limites à cause d'une surexploitation des eaux souterraines. Notre politique agricole, M. Lamrani, est-elle en grande partie, d'après vous, responsable de cette pénurie d'eau et des perspectives inquiétantes qui se profilent à l'horizon dans les années à venir? Non, on ne peut pas le dire comme ça, comme quoi l'agriculture est responsable de la pénurie d'eau. Enfin, la politique agricole est responsable de la crise de l'agriculture. Donc, c'est plutôt dans le sens inverse. Mais effectivement, l'agriculture, c'est un des secteurs les plus consommateurs d'eau. Enfin, c'est connu, c'est pas une tare. Enfin, c'est normal dans un pays semi-aride comme le nôtre. Oui. L'agriculture est là pour la production. Mais l'agriculture, est-ce qu'elle s'est adaptée? Est-ce qu'elle est adaptée au climat semi-aride? Je pense qu'il faut quand même distinguer dans l'agriculture irriguée. Il y a deux grands types d'agriculture irriguée dans notre pays. Les périmètres irrigués collectifs. Oui. Il y a d'abord les périmètres aménagés par l'État qui sont irrigués par les grands barrages. Oui. Les périmètres traditionnels dans les oasis, dans les montagnes, dans les piémonts, qui sont des périmètres séculaires qui irriguent toujours à partir des séguiers traditionnels, etc. Alors ces périmètres collectifs, la grande hydraulique et de petite et moyenne hydraulique, c'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon technique, c'est eux qui ont le plus souffert de la situation. C'est vraiment les victimes de la situation actuelle, puisque pour les périmètres irrigués par les barrages, l'eau est donnée par priorité aux villes, même si dans certains cas elle est gaspillée par certains usagers de la ville, alors que les agriculteurs de ces périmètres, pendant plusieurs années, n'ont pas irrigué. Enfin, vous le savez, ils ont arrêté l'irrigation pour un certain nombre de périmètres. Le Doukala, le Haouz et le Tadla, l'irrigation a été arrêtée et les agriculteurs sont restés, disons, presque sans revenus, donc ils sont revenus à une situation sans irrigation. Les plus chanceux ou les plus aisés vont se rabattre sur la nappe, mais ce n'est pas une solution parce que ça aggrave la problématique de la surexploitation de la nappe dont on a parlé tout à l'heure. Justement, Alors, à côté de ces périmètres qui sont des victimes finalement de la situation, il y a effectivement ce qu'on appelle l'irrigation privée. Et c'est là où il y a le problème, où on a laissé faire. Il n'y a pas de contrôle. C'est un développement incontrôlé, non maîtrisé, et même parfois encouragé par un certain nombre d'incitations économiques, des subventions, que ce soit au goutte à goutte, aux plantations. Alors c'est là où vraiment on sent qu'il y a un peu un dérapage de la situation. Oui. Alors le plan Maroc vert, c'était un plan sur le papier qui était un très bon plan pour l'encouragement de l'agriculture. Mais son application sur le terrain a-t-elle aggravé justement cette surexploitation de l'eau? Le plan Maroc vert a changé beaucoup de choses. Comme toute stratégie et plan d'action, il y a des aspects positifs et négatifs. Effectivement, il y a des aspects positifs d'amélioration de la productivité, etc. Mais à côté de cela, effectivement, nous pensons, dans notre rapport du livre blanc, comme quoi on n'a pas fait assez attention dans la planification du plan Maroc vert, et même dans la nouvelle stratégie, on n'a pas fait attention aux besoins en eau qui sont nécessaires pour pouvoir arriver à ces objectifs d'amélioration de la production. Je donne un exemple récent, puisque je viens de lire dans les journaux le contenu des contrats-programmes signés la semaine dernière, je crois, dans le salon agricole. J'ai vu que pour un certain nombre de cultures qui exigent un peu d'irrigation, un peu ou beaucoup d'irrigation, il y a des prévisions d'extension de superficie relativement importantes. Enfin, d'après ce qu'on a compté, il y a à peu près 730 000 hectares d'augmentation de superficie. Bon, une partie va être faite peut-être dans des zones qui ne nécessitent pas d'irrigation, mais une bonne partie va être faite dans des zones qui nécessitent d'irrigation. Oui. Alors, on parle d'extension d'irrigation alors qu'on n'arrive même pas à satisfaire les superficies actuellement équipées pour l'irrigation. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'il faut... par exemple, je vais vous donner un exemple parmi ces filières qui ont signé des contrats-programmes. Dans la filière du palmier dattier, dans le contrat-programme, il est prévu de planter 2 millions d'arbres supplémentaires dans les zones sahariennes. Et d'où viendra l'eau ?
Oui. Là, il y a même le dessalement pour lequel on va discuter tout à l'heure, même le dessalement n'est pas possible. Ça ne peut être que les eaux fossiles des nappes qui sont sur place. On va y arriver. Parce qu'on a beaucoup entendu parler dernièrement, parce que ça avait fait polémique, tout ce qui est culture de la pastèque ou de l'avocatier, parce que, bon, la pastèque, parce qu'on l'exporte, et on disait que c'était vraiment des cultures qui n'étaient pas du tout adaptées à un climat semi-aride, et surtout quand on sait quand on exporte. Comme vous avez dit, Orentin, quand on commençait, qu'il y a des cultures, moi je ne le savais pas, qui sont aussi consommatrices, si ce n'est plus, que la pastèque. Vous avez cité l'exemple de la luzerne. Moi je ne savais pas qu'elle absorbait autant d'eau. Oui, 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 on a bien abordé cette question dans notre livre blanc, en disant comme quoi la question de la pastèque, effectivement, c'est à juste titre que les gens en... Oui. Mais au fait, ce n'est pas le problème de la pastèque, c'est le problème du prélèvement d'eau pour la pastèque qui pose problème. Parce qu'avant la pastèque, moi personnellement, j'ai travaillé dans les zones du sud, dans la région de Rachidia, pendant plusieurs années, dans les années 70 déjà, et il n'y avait pas le problème de la pastèque, il y avait le problème du henné. Oui. Les gens sortaient, les agriculteurs creusaient des puits à l'extérieur des palmeraies pour pouvoir faire du henné. Ce n'était pas pour l'exportation. Et ces extensions de superficie de henné, que ce soit dans la région de Tinjdad, de la région de Tazarine, etc., ont entraîné des assèchements des nappes de ces régions-là. Donc le problème n'est pas nouveau. Il date des années 70. Personnellement, j'ai assisté à l'assèchement de certaines nappes dans la région de Tinjdad, de Tazarine et autres. Donc ce n'est pas le problème de la pastèque. C'est le problème du contrôle, du creusement des extensions de superficie et de prélèvement d'eau. C'est un problème de contrôle. Si vous interdisez... Nous, on pense que l'interdire à des agriculteurs de faire une telle culture ou les obliger à faire telle culture n'est pas tout à fait pertinent. Ce qu'il faut exiger, les deux leviers sur lesquels on peut agir, c'est d'abord les prélèvements d'eau, la quantité d'eau, donc les questions de quotas, et les extensions de superficie. On donne les extensions de superficie peuvent être avec les moyens modernes contrôlés par les drones, etc. Et la même chose pour les prélèvements, il y a des moyens modernes pour pouvoir contrôler les prélèvements. Par contre, est-ce qu'il faut faire la pastèque ou il faut faire le melon? On donne un quota à un agriculteur et c'est à lui de dire... C'est à lui de faire l'agriculture et qu'il juge. Avant de passer aux solutions à cette question de quotas et au dessalement, moi je voudrais revenir sur ce chiffre qu'on ne connaît que trop bien, celui de 88% de nos ressources en eau souterraines qui sont mobilisés pour l'agriculture. Alors, il reste 12% pour l'eau potable et pour les autres activités. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas beaucoup, surtout pour justement une activité économique qui génère 13 à 14%, bon an, mal an, du PIB, et puis qui emploie quand même près de la moitié de la main-d'œuvre? Est-ce que ce 88%, ça vous paraît normal? Je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres pays qui sont un petit peu dans la même situation que nous. Non, effectivement. Enfin, il se trouve qu'au Maroc, enfin, on a les opérateurs de l'eau potable préfèrent prendre l'eau des barrages plutôt que l'eau de la nappe. Donc l'eau des barrages leur est assurée. Donc c'est pour ça qu'ils ne prennent l'eau souterraine que vraiment quand il n'y a pas de barrage. Et même parfois, on a créé des barrages spécialement pour alimenter certaines villes. Donc là, parce qu'ils veulent sécuriser au maximum leur approvisionnement, parce qu'ils ont la priorité sur cette eau, alors que pour l'eau souterraine, ils sont en concurrence justement avec l'agriculture. En principe, ça devrait être le contraire, parce que l'eau souterraine est beaucoup plus propre et donc elle ne nécessite pas beaucoup de traitement. Elle devrait être utilisée en priorité pour l'eau potable et l'eau de surface qui doit subir un traitement réservé à l'agriculture. Mais comme vous dites, effectivement, le problème de l'eau souterraine est un gros problème. On ne connaît même pas les superficies. Il y a des gens qui parlent de 400 000 hectares irrigués à partir des eaux souterraines. Le dernier recensement général parle de 600 000 hectares. Et avec la sécheresse actuelle, je suis sûr que ça a explosé. Donc, et là, il faut agir. Et tout le monde tire la sonnette d'alarme concernant ce problème de la surexploitation des eaux souterraines. Vous m'avez dit, Hassan Hamrani, que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train de puiser dans des nappes et de ressources qui ne sont pas renouvelables. C'est ça le drame. Exactement, vous avez tout à fait raison. Enfin, les nappes, il y a deux composantes dans une nappe. Il y a le stock qui s'est constitué pendant des milliers d'années et il y a un volume renouvelable qui est alimenté par les pluies de l'année, la fonte des neiges, etc. Alors, en principe, les bonnes pratiques veulent qu'on n'utilise que le volume renouvelable et, de manière exceptionnelle, puiser sur les stocks.
Malheureusement, enfin, les bilans, même s'ils sont anciens, montrent qu'il y a... les bilans officiels parlent de 4 milliards de mètres cubes renouvelables, alors qu'on exploite souterraine, 5 milliards. Oui. Je suis sûr qu'on ait moins de 4 milliards d'alimentation et Oui. plus de 5 milliards de prélèvements. Oui. Et la surexploitation est beaucoup plus que 1 milliard. Oui. 1 milliard de mètres cubes. Sans parler de la situation des barrages qui est alarmante, 33%. Et puis on a vu généralement au mois de mars, il y a quand même, où il y a beaucoup de cultures qui ont besoin d'eau. On a enregistré dans la semaine du 18 au 22 quelque chose comme 4 millimètres, ce qui est vraiment... Oui, la situation au niveau des barrages est inquiétante, surtout un peu dans les bassins du Nord, c'est relativement favorable, mais au niveau des bassins du centre et du sud, la situation est vraiment inquiétante. Bon, il y a des mesures d'urgence, même l'année dernière, on est presque dans le même ordre de grandeur que l'année dernière. L'année dernière, bon, il se trouve... Alors, la conséquence de cela, c'est que l'agriculture paie les pots cassés, enfin, donc les périmètres, comme j'ai dit tout à l'heure, les agriculteurs des grands périmètres irrigués n'irriguent pas et ils ne sont pas compensés. Dans d'autres pays, il y a des mécanismes de compensation entre l'urbain et entre l'eau potable et l'agriculture. Là, il n'y a pas de mécanisme de compensation. Les agriculteurs, et surtout les petits qui n'ont pas les moyens, d'approfondir leur forage ou d'exécuter de nouveaux forages, ils paient le prix. Oui, et donc il faut imposer les quotas, il faut plus d'équité parce qu'il y a vraiment des inégalités. Dernièrement, on avait procédé à un recensement il y a quelques mois des puits. On a recensé les puits qui sont dans le monde agricole et surtout dans les petites exploitations, alors qu'il y a des exploitations, notamment pour les grands exportateurs, ou bien même dans le milieu urbain, où il y a des gens qui pompent, qui ont des piscines et puis qui arrosent avec de l'eau potable. Parce que jusqu'à aujourd'hui, puis on va parler aussi des solutions, parce qu'il faut, les gens n'arrosent plus avec l'eau potable, y compris pour les eaux des toilettes ou les eaux c'est des eaux qui sont recyclées en principe. On ne peut plus utiliser de l'eau douce potable pour ça. Après, il y a le dessalement. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de dessalement? Parce qu'on la présente comme une des solutions, sachant que c'est très, très, très coûteux, parce que le dessalement utiliserait 23 plus d'énergie que pour traiter une eau normale. Est-ce que le dessalement est une solution? C'est une partie de la solution. Nous pensons, d'ailleurs, on l'a expliqué dans notre livre blanc, c'est que pour l'eau potable, ça devient une nécessité. Pour les grandes villes côtières du Maroc, on ne peut plus, vu les tendances du climat et ses impacts sur les barrages, etc., et la situation des nappes qui est catastrophique aussi, le dessalement devient une nécessité pour les grandes villes côtières. Ça va permettre de sécuriser. Quand même, c'est des grandes villes qui ont une importance stratégique qu'on ne peut pas laisser... qui ne peut pas rester soumise à des aléas climatiques importants. Donc le dessalement permet d'enlever cet aléa, mais avec un coût effectivement très élevé, avec des impacts peut-être sur l'environnement qu'il faut mitiger. Et donc, ce qui pose, effectivement, le coût reste élevé. Le coût à peu près, enfin au Maroc, ça dépend enfin, bien sûr des tailles des stations, ça revient le coût total, coût complet, à 10 dirhams, dont 6 dirhams de coût de fonctionnement. Oui. Mais ça, c'est au niveau de production. Encore faut-il la transporter, la distribuer, arriver à l'usager. Oui. Je ne sais pas, ça va aller à 8, 9, 10. Donc c'est le coût de revient est très cher. La question pour l'eau potable, c'est de faire un montage institutionnel qui fait un montage financier pour voir comment partager le coût entre le contribuable, c'est-à-dire à travers le budget, et l'usager, tout en préservant un petit peu les classes défavorisées et moyennes, de la première tranche. Donc il faut aussi trouver un système de tarification qui permet de recouvrer une partie importante du coût, mais sans avoir un impact important sur les couches défavorisées. Absolument. Alors pour l'agriculture, c'est une autre chose. Pour l'agriculture, nous pensons, enfin nous le disons d'une manière claire, ça ne peut concerner que des cultures à très haute valeur ajoutée, comme ce qui a été fait dans la région de Ch'touka ou ce qui est en train de faire de la région de Dakhla.
Et ça ne peut concerner que des agriculteurs qui ont la capacité à payer ce coût. Parce que sinon, qui c'est qui va payer? C'est l'État qui va commencer à payer pour eux. L'État va payer 6 dirhams de sa poche pour que tel ou tel exporte des framboises en Angleterre. Oui, mais déjà l'État paye de sa poche quand on voit ce qui se passe, par exemple, à Zagora, par exemple, pour la culture de la pastèque. Moi, j'ai vu, pour justement puiser l'eau des puits, ils utilisaient les bonbons de gaz butane qui sont subventionnés par l'État. Ça, c'est un véritable problème. Ils ne sont pas destinés à ça. Pour rester dans le dessalement, pour l'agriculture, nous pensons que ça ne peut être que certaines niches. J'ai vu un chiffre circuler dernièrement, je ne sais pas d'où il provient, peut-être c'est un chiffre officiel. On a parlé de 100 000 hectares d'objectifs de périmètre irrigué à partir de... C'est énorme. C'est vraiment énorme. Je ne pense pas qu'on... Non, c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux. Mais ce n'est pas la solution. Pour vous, le dessalement, d'autant plus qu'il est polluant et qu'il faut construire des dizaines d'usines. Et en plus de cela, le dessalement ne résout pas le problème du déficit actuel. Oui. Parce qu'on va créer de nouveaux périmètres qui vont créer une nouvelle demande. Donc, c'est une offre supplémentaire pour une demande supplémentaire. Exactement. Par contre, le déficit actuel reste tel qu'il est. Oui, ça ne va pas impacter le déficit, il est ce qu'il est. Alors, pour revenir à ce qui a été évoqué dans le rapport de la Banque mondiale, il parle concernant la gouvernance, ils ont adressé des critiques. Ils ne sont pas les premiers, de toute façon, les experts marocains les ont déjà fait. Quant à la gestion des ressources hydrauliques au Maroc et les institutions qui les gèrent, la répartition de l'eau entre des usages concurrents, en particulier l'agriculture et dans les villes, et des institutions qu'elles jugent souvent très centralisées, très technocratiques, ce qui a comme conséquence de limiter leur capacité, là je cite ce qui est écrit dans le rapport, à rendre des arbitrages pour l'utilisation de l'eau au niveau local. À ce sujet, les responsables suggèrent une nouvelle approche qui consisterait à en déléguer davantage les contrôles aux autorités locales sur la façon dont l'eau devrait être distribuée et gérée, au lieu que les directives viennent et les politiques viennent toujours soit imposées par les ministères, éloignées du terrain. Qu'en pensez-vous de cette proposition et dans quelle mesure pourrait-elle être applicable au Maroc? Oui, j'ai eu l'occasion de discuter de ce point avec des collègues, notamment de la Banque mondiale. Et non, l'objectif de décentraliser, c'est un objectif noble, enfin, qui est d'ailleurs inscrit dans les stratégies officielles du Maroc en matière de décentralisation. Mais il faut quand même... il y a décentralisation. Déjà, au niveau de notre loi, il y a une certaine volonté de décentralisation, mais pas au niveau des collectivités territoriales, mais beaucoup plus au niveau des bassins. Donc une gestion intégrée au niveau des bassins et des sous-bassins. Oui. Parce que l'eau, on ne peut pas la gérer au niveau d'une circonscription administrative, de manière générale. Oui. Je pense que les experts dans le domaine de la gestion des ressources ont toujours dit, enfin, et ça reste toujours valable, que la gestion de l'eau doit être faite au niveau des bassins hydrographiques ou des sous-bassins hydrographiques. Bien sûr, cette gestion doit impliquer les collectivités territoriales, les communes, les régions, etc. Oui. Au Maroc, dans notre loi, on le dit toujours et on l'a répété, comme quoi la loi que nous avons, la loi 3615, enfin, qui régit la gestion des ressources en eau, est bonne. Enfin, elle est bonne. Il y a encore des textes d'application qui ne sont pas sortis, mais le problème de cette loi, c'est qu'elle n'est pas impliquée. Alors, en matière de décentralisation, il y a un certain nombre d'institutions et de décentralisation et de concertation. Il y a toute une panoplie d'institutions qui sont créées par la loi, mais malheureusement qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est une des défaillances, enfin des failles en matière de gouvernance. Oui. Que nous avons relevé. Il nous reste 2 minutes pour parler des solutions. Aux côtés, bien sûr, de ce que vous avez cité, instaurer les quotas, et peut-être aussi le développement d'une agriculture durable et résiliente face au changement. Parce qu'il faut quand même... On ne peut plus cultiver ce qu'on cultivait avant, vu la situation. Quelles solutions proposez-vous en tant qu'expert dans le cadre du think tank Water, justement, pour... on ne va pas résoudre le problème du jour au lendemain, mais pour au moins atténuer ce problème et pour que ça n'empire pas. Bon, c'est des problèmes. Je pense que les problèmes de gouvernance sont importants et dans les problèmes de gouvernance, enfin, il y a deux piliers, à mon avis, qui sont importants.
Il y a l'aspect, j'ai dit tout à l'heure que la loi, tout y est, donc il s'agit de l'appliquer. Justement, l'aspect de maîtrise des prélèvements, notamment pour l'irrigation privée, oui. Ça c'est un aspect très très important, enfin, qu'il faut actuellement, enfin, le ministre avait, pour les eaux souterraines, le ministre avait annoncé qu'il y a 91% de prix illégaux. Oui. Et le deuxième aspect, c'est la cohérence des stratégies sectorielles. Et là aussi, il y a certaines stratégies sectorielles qui ne sont pas tout à fait compatibles avec la politique de l'eau. Donc il y a certaines contradictions. Ces deux axes sont à mon avis très importants. Et ce que je voulais rappeler, c'est que le discours royal du 14 octobre 2022 a mis le doigt sur ces deux questions. Et je peux même vous... Textuellement, par exemple, sur cet aspect de stratégie sectorielle, et la cohérence avec la politique de l'eau, le discours royal dit que les stratégies sectorielles doivent être constamment mises à jour en fonction de la pression exercée sur les ressources en eau ainsi que sur leur évolution future. Oui. Malheureusement, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça va même dans le sens inverse. Donc là, et la même chose pour les nappes souterraines. Le discours royal a dit d'une manière très franche et très claire comme quoi il faut mettre fin au phénomène de pompage illégal. Bon, oui, donc, les orientations sont là, oui, mais le gouvernement... Il faut les appliquer. Le gouvernement doit définir un plan d'action pour appliquer les 4 orientations. Plus de contrôle, plus d'équité, un système de quotas. Et plus de participation. Merci beaucoup, Hassan Lamrani. Je rappelle que vous êtes consultant en ressources en eau et irrigation et membre du think tank Think Water. Merci, cher monsieur. Merci. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.